Dix-huit heures, en effet. Oui, on est Bien, réglo. mesdames et messieurs, bonsoir à tous. J'ai le plaisir et l'honneur de lancer ce webinaire du lundi 17 mars 2025. Je suis donc content de vous retrouver, nos fidèles participants. Nous allons écouter deux éminents experts de domaine de la cybersécurité. Je serai accompagné pour animer cet événement de mes deux compères, fidèles compères Gérard Félix et Béatrice. Nous allons successivement écouter Pierre-Marie Laure qui va nous présenter les menaces et la gestion de risque dans les systèmes industriels. Je laisserai Gérard introduire Pierre-Marie Laure et suivra cette présentation d'une heure, une présentation plus courte de Charles Blain-Rollin qui nous également présentera sa vision des systèmes de sécurité. Nous avons voilà un enregistrement qui est en cours et nous aurons la possibilité de déposer la vidéo en replay ainsi que un résumé des échanges sur le chat qui sera rédigé par mon étudiante du master cybersécurité de l'université Paris-Cité, Clarisse Véron. Je la salue et la remercie. Alors nous avons également on va avoir progressivement de nouveaux participants, notamment des étudiants et étudiantes du master cybersécurité. Je profite à chaque fois pour les mettre en avant. Nous avons besoin les accompagner dans des stages, éventuellement dans des contrats d'alternance. Si vous êtes intéressé ou autour de vous, vous avez des besoins, n'hésitez pas à revenir vers moi. Pour voilà, solliciter, je vous proposerai de vous mettre en relation avec eux. Ceci dit, je vous souhaite à tous un excellent lundi de la cyber. Je vais passer la parole à Béatrice Laurent qui va nous rappeler les règles à respecter pour que cet événement se déroule voilà, au mieux. Allez, Béa, à Merci, toi. Amel. Merci à toi. Donc, bonsoir à tous, à ceux qui sont déjà connectés et d'emblée à ceux qui ne sont pas encore connectés. Merci à nos intervenants. Donc, c'est euh, Pierre-Marie Laure et Charles Blanc-Rollin, donc qui sont, enfin, en tout cas, pour l'un d'entre eux, en tout cas, déjà un habitué de nos lundis cyber. Donc, je vous rappelle les dates des prochains lundis cyber. Donc, le 7 avril, le 19 mai et le 16 juin. Alors, je rappelle aussi qu'il est mieux, enfin vous, vous êtes inscrit tôt, mais il est mieux de vous inscrire dès que possible et si possible, pas le lundi matin, tous ensemble en tout cas. Voilà, c'est plus compliqué. En tout cas, merci à vous. Alors, les consignes, vous les connaissez, enfin vous, vous les connaissez, c'est-à-dire que vous n'interrompez pas l'intervenant pendant qu'il présente sa conférence. En revanche, vous pouvez poser d'emblée des questions sur le chat et vous pouvez intervenir directement à la fin de la séance après l'intervention de notre deuxième intervenant pendant le quart d'heure de présentation. Donc voilà. Donc, je passe la parole à Gérard qui va nous présenter le prochain lundi cyber et je vous souhaite une bonne conférence. Et à tout à l'heure. Merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je ne vous présente pas Pierre-Marie Laure puisque j'ai ces slides et j'ai vu qu'il se présentait au début. Donc, je te laisse faire, Pierre-Marie. Le prochain sera animé par une ancienne élève du MBA Management de la cybersécurité de Léonard de Vinci, Keren Bismuth, sur le DLP, le Data Loss Prevention, la, la protection contre la fuite des données. Et les données, elles partent de tous les côtés. En ce moment, par exemple, Free a un énorme problème. Ils ont perdu des millions de données, y compris de personnel, hein, de leurs clients, y compris des IBAN, évidemment. Voilà, donc euh, Keren Bismuth est chargé de mission DLP chez Soft Team, une société du groupe La Poste.
du groupe, enfin de Doka Post, très exactement. Je vous parlais de vol de données de Free, 19 millions de comptes, donc 5 millions d'IBAN. Et la CNIL intente un procès contre donc Free en ce moment. Donc ce sera l'objet de la présentation de Keren Bismuth. Les inscriptions sont ouvertes à partir de demain. J'enverrai à ceux qui sont sur mes listes la newsletter numéro 80 qui décrit l'événement. Pour recevoir la lettre, dans le chat, j'ai remis mon adresse email hein, pour le demander. Ce n'est pas parce que vous êtes inscrit à ce lundi de la cyber que vous êtes sur la liste de distribution. Il faut en plus le demander. Voilà, donc oui, je voulais vous dire, en ce moment, je lis un livre génial de Gérard Berry, Le temps vu Ah oui, autrement, vraiment excellent. Et Gérard Berry, ça a été l'intervenant du lundi de la cyber janvier. de janvier. C'est un professeur au Collège de France. Bref, euh, le temps, c'est important. Comme on dit, au temps, suspends ton viol. Parce que vu les cyberattaques, le temps, Ouais. c'est une variable qui est très menacée. Et si, par exemple, les centrales nucléaires sur notre territoire étaient désynchronisées du temps, ça créerait un sacré problème. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre-Marie Laure? On va en parler. Pour À l'instant, toi. on n'a pas ce genre d'événement. Merci en tout cas, Gérard, pour l'introduction. Je vais partager mon écran et tu me dis si tout se passe bien. Je pense que C'est Oui, bien. vous coupez vos vidéos, sauf celui qui parle. Hein. Oui. d'accord. Et surtout les micros. Coupez, s'il vous plaît, les micros. Oui. Hop, je mets ça en haut. Voilà. Bien, bah, merci. Merci pour cette opportunité pour échanger sur la cybersécurité industrielle. Euh, on veut garder une longueur d'avance sur les menaces, on veut garder une longueur d'avance sur les technos. Et donc, moi, je voulais vous faire aujourd'hui un témoignage de praticien. Euh, c'est pas du tout une approche magistrale, masterclass ou autre. C'est l'approche déjà d'un passionné de sa profession, la cybersécurité transverse à tant de domaines, à quasiment tous les domaines finalement, la cybersécurité industrielle avec à la fois des besoins pour notre pays et des risques qui peuvent se traduire de la façon la plus brutale. Donc, euh, personnellement, j'ai souvent eu cette approche de la cybersécurité. Cette question qui me venait souvent, c'était comment est-ce que la cybersécurité aussi peut être non pas peut-être un centre de coût, mais également un vecteur de performance, de confiance et de performance, et qui s'inscrit à la fois dans ce dont a besoin un pays, puis également une entreprise. Voilà pourquoi ça me semblait important de garder une longueur d'avance. Brièvement, quelques mots sur mon parcours et sur votre serviteur pour aujourd'hui. Donc là, actuellement, je suis le directeur des services Framatome Cyber Security. Framatome fait partie du groupe EDF. Et donc, nous sommes l'équipementier nucléaire. Nous fournissons les matériels qui permettent d'assembler des centrales nucléaires en France et partout dans le monde. Et plus particulièrement, je suis dans une entité qui gère le contrôle-commande et l'instrumentation des centrales nucléaires, c'est-à-dire le cerveau des centrales nucléaires. Et donc, on s'assure que eh bien, la cybersécurité, elle est forcément prise en compte dès le début, dès le design, en phase opérationnelle, et puis même à la fin et au-delà. Donc ça, j'ai cette activité depuis 2022.
Auparavant, j'ai eu la chance d'être le directeur cybersécurité du groupe RATP, une très belle entreprise, un groupe mondial qui gagne à être connu. Souvent, on l'a réduit au métro parisien et c'est déjà une belle chose. Mais la RATP est présente dans de nombreux endroits en France et également dans le monde, euh, en Angleterre, aux États-Unis, en- dans le Pacifique, en Afrique, du nord au sud, et sur beaucoup de segments du transport, mais pas que, du retail, de la mobilité, les écoquartiers, quartiers intelligents. Donc, beaucoup de verticales très intéressantes et surtout du point de vue de la cybersécurité. J'ai expérimenté à la fois une expérience IT classique de gestion d'entreprise et de ses filiales, et puis également OT, qui veut dire Operational Technology. Quand on va parler d'OT, et quand je vais parler d'OT, c'est plus les systèmes industriels. Je vais rallumer la lumière où je me trouve, peut-être en espérant avoir. Voilà. Euh, En ayant une expérience de la gestion de crise à petite échelle, on n'a pas vécu de grosse crise, mais par contre, on s'y est beaucoup préparé. Et ça, c'était passionnant. J'en parlerai plus tard. Une gestion de la gouvernance aussi qui est indispensable pour mettre en musique tout ce qu'on a à disposition comme actifs numériques et au profit de la cybersécurité. Voilà. Et puis, des programmes très large spectre qui vont jusqu'à des programmes d'assurance en cybersécurité. Et donc, voilà. Donc, un passage passionnant. Je me permets juste de détailler un petit peu ces expériences-là parce que je sais on a des étudiants, des étudiantes avec nous et je trouve que voilà, la cybersécurité, ça permet d'aborder toutes ces thématiques. Auparavant, voilà, j'ai passé 3 ans à l'autorité de sûreté nucléaire, maintenant à SNR, autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Et là aussi, avec un prisme très intéressant, puisque il s'agissait pour ma part de mettre en place la notion de sécurité des sources radioactives de haute activité au sein d'une autorité de sûreté. Voilà. Sécurité, sûreté. On entrevoit que l'interface, euh, elle est pas toujours évidente hein, pour une autorité indépendante qui fonde sa légitimité sur la transparence. Le jour où on arrive avec de la sécurité, donc avec une segmentation de l'information, une protection de l'information lorsqu'elle est relative à certaines vulnérabilités, par exemple, et bien on est dans un changement de culture. Passionnant à vivre également. Et puis voilà, auparavant, 17-18 ans dans la marine où j'ai eu la chance de côtoyer la mer de près en étant commandant d'un navire et puis également les programmes de guerre électronique qui m'ont également amené vers les systèmes d'information et de communication, ce qu'on appelle les SIC, et puis notamment d'assurer la direction du réseau secret OTAN au sein des armées au moment où le président Sarkozy souhaitait réintégrer le dispositif intégré de commandement. On multipliait les bulles secrets de ce réseau-là. Et c'était là aussi un beau moment interallié à vivre. Pardon pour cette sécurité. Donc, comme le mentionnait euh, Gérard, j'ai fait partie du MBA Management de la sécurité, de la cybersécurité à l'Institut Léonard de Vinci en 2016. Et puis, voilà, j'ai eu un parcours civilo-militaire, mais qui a commencé à l'école navale. Et puis, j'ai fait quelques passages à l'ANSSI sur des formations spécifiques en audit et en système d'information, sécurité des systèmes d'information IT et OT. Voilà. Et également membre de l'Association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l'information dont je porte l'écusson et dont je suis fier. Voilà. Donc, revenons à notre propos. La cybersécurité des systèmes industriels, on veut garder une longueur d'avance, comme je disais au début. Quelques idées comme ça pour se poser les questions et briser quelques idées reçues. Les systèmes industriels, on peut croire qu'ils sont pas toujours connectés, puisqu'ils sont dans leurs usines. C'est sale, c'est loin. Et puis, on ne les connecte pas forcément à Internet, soit parce qu'on n'y pense pas, soit parce qu'on ne veut pas, notamment les systèmes de protection ou de limitation.
lorsqu'il s'agit de systèmes de sûreté. Donc, on considère qu'ils ne sont pas connectés et puis, donc finalement, pas besoin d'avoir de sécurité puisqu'on imagine que le risque vient surtout de la connexion avec Internet et un hacker à capuche qui va prendre la main à distance. Et en fait, ça serait oublier eh ben, le fait que sur un site industriel, on a des interventions, on a la supply chain, c'est-à-dire des fournisseurs euh, et, euh, et, euh, et donc toute une chaîne d'approvisionnement, une chaîne logistique hein, qui vont venir mettre des nouveaux modules, charger des données, mettre à jour des systèmes, etc. On voit qu'on a des périphériques amovibles. Donc oui, on n'a pas forcément une connexion synchrone. On peut avoir une connexion asynchrone qui va arriver à une cadence définie par les besoins de maintenance. Et donc, bah, finalement, ils sont peut-être plus connectés qu'on le croit. On parle souvent de la convergence IT-OT. On va le voir tout à l'heure, là aussi. En fait, on a des systèmes qui sont évidemment de plus en plus connectés. Donc, finalement, les systèmes industriels rejoignent un certain nombre euh, bah, de caractéristiques des systèmes d'information un peu plus classiques. Et c'est pour ça qu'ils sont plus forcément toujours ultra spécifiques. Avant, on avait des systèmes dont l'ingénierie était très dépendante du process. Ce qui était vrai, maintenant, on a des systèmes qui utilisent bien, bien plus des COTS. Donc, les COTS, c'est les Commercial Object Cells, c'est-à-dire des systèmes grand public qui sont utilisés pour fournir in fine un processus industriel, un procédé, ou pour l'assister ou pour surveiller un processus industriel, mais qui représente également une surface de vulnérabilité d'attaque, bien plus souvent, bien sûr, un gage de performance pour les entreprises, mais également cette surface d'attaque. Donc, on a une grande partie des systèmes industriels qui deviennent de moins en moins spécifiques et donc, bah, lorsqu'on a des vulnérabilités qui sont extrêmement répandues dans le monde de l'IT classique, on les retrouve également dans le monde OT ou dans le monde des systèmes industriels. Et puis cette interface que je laissais présager un petit peu entre la sûreté et la sécurité, deux mondes en fait qui se côtoient très bien, mais c'est pas toujours naturel. Euh, dans la sécurité, vous savez, on a à l'esprit le CID, CIDT, hein, confidentialité, intégrité, disponibilité, traçabilité. C'est vraiment ce qu'on apprend quand on rentre dans la cybersécurité. Et puis, bah, la sûreté, pourquoi pas? Pas que, pas dans le même ordre, d'autres priorités. On va plus raisonner FMDS, fiabilité, maintenabilité, disponibilité, sécurité. On en retrouve, mais ce n'est pas forcément les mêmes priorités, les mêmes antagonismes. Alors, bon, de toute façon, dans les systèmes que j'ai pu côtoyer, lorsqu'il y a des enjeux de protection, évidemment, ce qui compte, ça va être au final le fait de préserver la sécurité des personnes avant tout, la sécurité des personnes et de l'environnement et des biens, de toute façon, quoi qu'il arrive. La cybersécurité comme centre de coût, oui, c'est un coût, la cybersécurité, mais c'est un coût d'investissement. Euh, je l'ai toujours perçu comme ça. On va le voir aussi mathématiquement, statistiquement. La sécurité avec l'OTAN, si ce n'est pas maîtrisé, en fait, on a une dérive des coûts. C'est quand on ne fait pas de cybersécurité que finalement, déjà, le risque augmente avec le temps et que d'autre part, on peut avoir une dérive de coûts. On voit combien d'entreprises euh, qui, vont acheter du matériel à des fins de conformité, mais qui finalement n'ont soit pas les ressources, pas l'expertise, ne sont pas en mesure d'exploiter les systèmes. Et finalement, on se retrouve avec des systèmes dont les architectures sont de plus en plus floues, non maîtrisées, et qui représentent des coûts avec un risque qui augmente, mais sans le percevoir. Voilà. Et la cybersécurité des spécialistes, non, je crois pas. Au contraire, la cybersécurité, enfin, il y a des domaines d'expertise, bien sûr, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent y contribuer. Ça, on le voit plus particulièrement, je trouve, dans la gestion de crise, où on peut faire intervenir tous les niveaux de l'entreprise, beaucoup de spécialités,
interne à l'entreprise, externe à l'entreprise. Et puis, voilà, on va aborder rapidement des questions d'innovation et la manière de rester en avant des menaces. Alors, je vais pas, j'ai quelques points, voilà, un plan tel qu'il est pour exposer ce passé de praticien tel que je l'ai perçu. Encore une fois, vous trouverez la documentation, l'état de l'art, bien sûr, dans des documents comme ceux que publie l'ANSSI, hein, notamment sur la cybersécurité industrielle, hein, sur les concepts et également sur les mesures détaillées. Donc, vous pouvez largement voir ça beaucoup mieux que je ne le dirais et que je ne pourrais l'exposer. Voilà, là, c'est plus un témoignage de ce que j'ai eu l'opportunité de voir dans cette expérience. Donc, comment est-ce qu'on va se défendre? Enfin, de quoi est-ce qu'on veut se défendre? De quoi est-ce qu'on veut se protéger? Et puis, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour prévenir et réagir, bien sûr? Et finalement, comment est-ce qu'on met tout ça en musique? Donc voilà, quelques profils d'attaquants. Vous les retrouvez, c'est celles qui sont dans la méthode EBIOS, hein, les profils d'attaquants dans les sources de risque, hein, et les finalités qui sont poursuivies par les attaquants. Alors, dans le domaine de l'IT, on trouve euh, à peu près toutes les sources de risque, hein, bien sûr. Dans le domaine de la sécurité industrielle, on va trouver dans les profils d'attaquants, on peut avoir notamment aussi la ressource, la menace interne. C'est à noter parce que c'est particulièrement plus prégnant sur les systèmes industriels où on a des degrés d'intervention divers. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut regarder tout le monde au sein de son entreprise avec de travers, mais il faut la prendre en compte, hein. Ça peut être une menace interne qui est bien sûr offensive avant même de rentrer dans l'entreprise et qui rentre dans l'entreprise à des fins de déstabilisation ou d'implantation d'une menace telle qu'on va les voir ici. Donc les menaces logicielles, hein, on a des malwares qui sont spécialisés sur les systèmes d'information euh, industriels, ICS, OT, Industrial Control System pour ICS, c'est un peu similaire à l'OT. Stuxnet, dont vous avez entendu parler, hein, sur les centrifugeuses iraniennes, c'était quand même une prise de conscience, hein, parce que là, on a vraiment une attaque par la supply chain, une attaque totalement hybride également. Triton, un destroyer dont on a entendu parler sur Aramco aussi. Le ransomware est aussi assez présent. On a eu des rançons sur l'OT parce que lorsque vous arrêtez une production industrielle, vous avez tout de suite des sommes colossales en jeu, hein. Donc, c'est ce qui a conduit, par exemple, du Lockbit avec Boeing en 2023 sur des rançons de près de 200 millions, hein, de mémoire. Et puis, on a des exploits de vulnérabilité. Alors, des exploits de vulnérabilité, c'est souvent sur un processus ou une architecture qu'on va trouver une faille et qui va être exploité par des groupes d'attaquants. Donc ça, c'est rien que sur les menaces logicielles. Et donc, les systèmes industriels, ils sont vulnérables, ils sont sensibles. Et puis, on a donc toutes les attaques réseau que vous connaissez pour certaines, hein, typiquement les interceptions de trams sur des protocoles qui ne sont pas toujours nativement sécurisés, de plus en plus avec OPC-UA quand même, mais un vieux mot de bus sur IP, on peut tout à fait écouter les trams qui ne sont pas chiffrés parce que ce qui compte, c'est avant tout, par exemple, la disponibilité, plus que la confidentialité. Là, on voit encore l'interface sécurité-sûreté. La relecture et le rejeu de trame, hein, qui permettent d'envoyer d'empoisonner certaines commandes. Et puis, notamment, via les réseaux, dans les systèmes industriels, sont extrêmement sensibles au déni de service. Déni de service distribué dans l'IT, déni de service, là aussi, qu'on va retrouver sur les réseaux outils. Et puis, ce qui est assez prégnant, là aussi, on les trouve dans l'IT, peut-être de manière moins illustrative, mais les menaces physiques sont également à prendre en compte, notamment les accès aux baies. Alors, pour ça, il y a des contre-mesures, bien sûr, hein.
mais notamment dans les phases de transfert, c'est-à-dire par exemple la construction d'usine en usine et puis l'envoi sur le site final d'assemblage. Est-ce qu'on est sûr d'avoir protégé son système de bout en bout, hein, pour pas le laisser vulnérable à, de l'insertion de périphériques ou le piégeage de certaines interfaces. Voilà, sabotage matériel également, hein, déconnexion physique, on va le voir dans les couches basses. C'est ce qui peut, c'est ce qui peut également être un point de vulnérabilité. Les attaques électromagnétiques, elles sont plus rares, mais elles permettent soit l'espionnage par captation de signaux et également par perturbation qui mènerait soit à tromper des capteurs, soit à tromper l'effet d'actionnaire, soit là aussi à faire du déni de service, à empêcher ce qu'un système est censé faire. Et puis plus généralement, là on se retrouve un peu avec l'IT, ben, on a des menaces d'ingénierie sociale, hein, qui vont peser sur les architectes, les administrateurs, soit par éllicitation, c'est-à-dire par on peut suggérer certaines informations, soit par les bons vieux phishing, par le piégeage par la voix. Et souvent, c'est quand même une combinaison de ce qu'on retrouve. Euh, j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec Temple University aux US à distance. Et donc, Temple University a mis au point une vraie captation des incidents de sécurité liés au ransomware notamment, que ce soit dans le domaine IT ou dans le domaine OT. Et donc, j'ai récupéré leurs données avec leurs droits que je cite en bas à droite, hein, à jour de novembre 2024. Hop, pardon. Pour en tirer un petit peu quelques messages. Donc, globalement, on a observé, alors je serais peut-être un petit peu à rebours des discours habituels qui sont un peu catastrophistes, mais on a observé un tassement des attaques, hein, qui visent les systèmes industriels. Euh, de l'ordre d'idée, on est passé de 37 à 28%, quelque chose comme ça, en 2024. Mais il ne faut pas que ça masque une réalité, c'est malgré tout une augmentation des attaques avancées qu'on appelle APT, Advanced Persistent Threat, hein, qui sont vraiment des attaques ciblées qui vont viser à effectuer, après une phase de reconnaissance, des phases de pénétration de système, de maintien dormante et éventuellement soit d'exfiltration de données, soit d'activation d'une charge utile. Et puis, ce qu'on a constaté aussi beaucoup en 2024, là par contre je le tire du panorama de la menace de l'ANSSI, c'est le ciblage accru de petites installations. D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe, je m'en excuse, de petites installations, notamment qui concernent les énergies renouvelables. Donc voilà, heureusement, ce n'est pas toujours les centrales nucléaires qui sont ciblées, c'est même rarement le cas, en tout cas pas avec succès. Mais par contre, on peut avoir des systèmes étendus. Et là, on a plus à faire, parfois, pas tout le temps, mais à des PME, moyennes entreprises, et ETI qui ont peut-être moins de capacité, moins de sensibilisation, moins de capacité d'investissement dans la cyber et qui se retrouvent avec des risques génériques et pour autant avec des systèmes très, très étendus. Mais alors là, il y a eu une explosion multiple d'alertes de l'ANSSI par rapport à ces vulnérabilités. Donc, parmi les secteurs ciblés, on trouve souvent des secteurs pour lesquels les investissements sont historiquement moindres et qui offrent une grande surface d'attaque. Typiquement certaines infrastructures de l'administration, des administrations et également les hôpitaux, comme on l'a vécu en France, hein. En 2023, c'était la Cour des comptes qui avait publié ça, 10% des cyberattaques en France ciblaient des établissements de santé. Donc ça se reflète tout à fait dans ce panorama-là dont j'ai tiré les informations visuelles à l'échelle globale, mais on l'a vécu là aussi en France, hein.
Autre donnée sur les menaces, hein, je vous ai placé en haut à gauche le début, la fin de l'activation de certains groupes, hein, en bleu qui ont visé des infrastructures ou des entreprises industrielles, en orange celles qui concernent plutôt l'IT. Et donc on retrouve des grands groupes, hein, dont on a entendu parler, qui ont défrayé la chronique, typiquement Lockbit, hein, qui ciblent fréquemment des entreprises industrielles, des infrastructures critiques. On se rappelle peut-être de TSMC, Taïwan, hein, un géant de la techno avec 70 millions de dollars de rançon. On a eu Boeing aussi qui a été visé par ce système-là, enfin par ce ransomware-là en 2023. 200 millions de mémoire, 200 millions de dollars de rançon. Maze, qui s'est infiltré, qui a commencé un peu plus tôt, vers 2020, qui avait infiltré Xerox, LG, et puis en France, aussi Bouygues Construction en 2020. Euh, c'est vraiment un cas d'école, malheureusement. Voilà, il y en aurait d'autres, hein. Ryuk aussi, hein, Ryuk, parce qu'on parlait des hôpitaux, du secteur de la santé, Ryuk, euh, qui a infecté un certain nombre d'hôpitaux, y compris en France. Souvent, hein, c'est l'exploitation de systèmes RDP. Conti aussi, enfin bref, en tout cas, vous en avez quelques-uns. Les premiers avec CryptoLocker aussi, hein, qui ont commencé malheureusement assez tôt, mais qui visaient davantage des systèmes IT. Et puis vous avez également les rançons qui progressent d'année en année. On voit que plus on va vers 2024 et plus l'accent est mis sur des rançons supérieures à 50 millions d'euros. Et donc, vous multipliez rançon par arrêt de production sur un système industriel distribué, euh, et vous avez une véritable difficulté sur le plan financier. Voilà, donc je voulais passer en revue la menace. Gérard, je me permets juste de te demander, j'ai bien jusqu'à 19h? Un peu plus de 19h si j'ai une heure. Oui, oui, pas de problème, Oui, pas de c'est bien Ouais, problème. ça. Oui, 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 oui. d'accord. Oui, Ok. oui. Bon, 19h, Jusqu'à 19h12. 19h15, mais tu peux Oui, oui, déborder oui, un 19h15, oui, peu. oui. oui. Non, non, ok. mais il faut pas que. Oui, oui, prendre le temps qu'il faut, hein. Je déborde pas trop. Non, non, mais ça va, c'est bien. Je ne suis pas le seul intervenant. Mais, et donc, voilà. Donc, on a vu un petit peu de quoi on voulait se protéger. Donc, il y a une vraie réalité, hein, de la menace. Il y en a qui sont, en plus, parfois, euh, qui vont pas forcément cibler une entreprise. Alors, on peut se dire que dans son secteur et dans son entreprise, on n'est pas forcément ciblé parce que on n'intéresse personne. Et en fait, on va subir des dommages collatéraux euh, parce que on a certaines attaques, hein, qui sont largement répandues par des groupes étatiques et finalement ça répand des artefacts sur les réseaux, sur les systèmes et on retrouve de nombreuses années après, hein, typiquement c'était le cas avec Stuxnet, euh, bah, des, euh, des, euh, des morceaux de la fusée à plusieurs étages qui a permis de construire telle ou telle attaque. Et donc, soit on risque de subir ces dommages collatéraux, soit on peut se retrouver compromis par sa supply chain. Enfin, voilà, il y a une vraie sinistralité qui existe. Voilà, c'est pas pour se faire peur, mais voilà, le monde il est comme ça et parfois ça fait du bien de se rappeler face à quoi on se trouve. Et aussi, je pense que c'est important de prendre conscience de ce qu'on protège dans un système industriel. Donc là, c'est un discours qui se veut assez généraliste parce que je ne connais pas le niveau de tout le monde forcément. Donc il y a un peu de vulgarisation, mais également de démonstration. On utilise souvent dans les systèmes industriels une description selon le modèle Purdue, hein. Purdue, là aussi une université US. Purdue University qui a conservé son modèle PERA, qui est devenu maintenant un grand classique pour décrire un peu les différentes couches. Et c'est bien de se donner un peu de visibilité. Voilà, il manquerait même sur ce schéma une couche 5 qui serait plutôt les applications à distance et les applications cloud d'une entreprise. Mais
Là, on va dire qu'on va partir du niveau 4, du niveau le plus haut, entre guillemets, c'est là où on va trouver l'IT corporate, l'informatique de gestion classique qui permet à une entreprise de fonctionner avec sa messagerie, ses applicatifs, sa navigation web, et là pour lequel on va trouver les attaques que vous connaissez, telles que le phishing, les attaques sur les comptes administrateurs, pardon, les compromissions de VPN, etc., etc. Et donc, par contre, là, on va commencer à descendre sur une couche un peu intermédiaire qu'on va appeler une DMZ pour Demilitarized Zone, donc une zone démilitarisée. En français, on pourrait dire une zone tampon. Là, on va retrouver, alors ça, c'est une zone qui est vraiment particulière parce que c'est la zone qui fait vraiment la connexion entre l'entreprise qui a des besoins de reporting de son système de production et puis le système de production en tant que tel, d'un site ou de plusieurs sites. Et donc là, on a vraiment une zone qui est sensible parce qu'elle permet le rebond et l'interconnexion IT-OT. Et quand on parle de convergence IT-OT, vraiment, ça se manifeste dans ce domaine-là. Donc là, on va trouver les proxys, donc qui vont faire des requêtes à la place de l'entreprise et qui vont récupérer les informations à la place du système de production pour les remettre à l'entreprise. Les systèmes de pare-feu, voilà, qui vont protéger de part et d'autre. Les antivirus, le contrôle des accès à distance. On peut trouver quelques bastions à cet endroit-là. Et donc, c'est évidemment les serveurs d'administration OT qui peuvent être compromis depuis le réseau IT, hein, typiquement. Parfois, c'est le réseau IT, OT, donc le réseau industriel, qui présente des faiblesses pour les raisons qu'on a exposées au début, qui permet en fait d'être un vecteur de rebond pour remonter vers une entreprise euh, selon les motivations de l'attaquant. Donc là-dessus, on a des risques hein, sur ce pivot IT-OT. On peut avoir des compromissions au niveau du contrôle d'accès, là aussi, dans un sens ou comme dans l'autre. Au niveau 3, on va trouver les systèmes de gestion des opérations, typiquement les historiens, les serveurs de log, donc les serveurs d'authentification, les SIEM pour la partie gestion. SIEM, ça veut dire Security Incident and Event Management. C'est vraiment les serveurs qui permettent de faire des corrélations, d'analyser des signaux pour détecter des attaques potentielles. On va les trouver ici. Donc là aussi, on va retrouver des compromissions de bases de données industrielles, hein, parce que notamment les historiens, ils sont là pour loguer, pour enregistrer toute la production euh, et toutes les remontées de la production d'une entreprise. Donc c'est vraiment des bases de données énormes. On peut avoir des compromissions pour faire de l'exfiltration, de la modification des données. Donc, hein, dans ces cas-là, les solutions, c'est souvent du chiffrement, du contrôle d'accès, du monitoring. Et puis, en contre-mesure, on peut noter aussi le patch hein, de systèmes-là, qui sont plus faciles à patcher, parce que les patchs sont moins récurrents. Euh, et, euh, et malgré tout, apportent souvent une solution rapide pour mitiguer un risque qui remonterait vers l'entreprise. Donc, notamment au niveau du MES, hein, le Manufacturing Execution System, qu'on retrouve avec des OS ou standard Windows ou Linux. Là aussi, ce qu'on va trouver, c'est un peu comme dans la DMZ, c'est les mauvaises configurations des accès, hein. Donc là, c'est vraiment là qu'il faut utiliser des bastions, des solutions de PAM, hein, Privilege Access Management, avec des audits réguliers pour s'assurer qu'on a bien sécurisé, étanchéifié toutes ces couches-là. On va descendre d'un étage encore au niveau 2, au niveau de la partie supervision. On entend souvent parler des SCADA, hein, donc c'est les systèmes d'acquisition de données, des systèmes de production. C'est vraiment de la supervision, c'est très haut niveau. IHM, c'est les interfaces homme-machine qui permettent de visualiser le processus notamment au niveau des serveurs OPC, OPCUA, les passerelles de communication. Donc là, on va avoir au niveau inférieur 0 et 1 des systèmes qui vont utiliser des protocoles propriétaires, hein,
et qui ne peuvent pas se parler d'un protocole à l'autre. Alors, du coup, ils vont remonter par le niveau 2, notamment par les serveurs OPC, OPC-UA, pour pouvoir être interopérables entre eux. Donc là, c'est vraiment un niveau là aussi critique parce qu'il y a un niveau d'interopérabilité qui se passe, qui se passe au niveau 2. Donc là, on est vraiment sur des attaques spécifiques aux SCADA, aux IHM. Donc là aussi, on voit une bonne segmentation réseau qui est importante. On va bien séparer les process, on va bien séparer les niveaux de sensibilité, on va contrôler les accès, on commence à avoir aussi un peu de protection physique là normalement à ce stade. Et puis, on va se concentrer peut-être sur des protocoles industriels qui sont moins sécurisés. Je citais Modbus tout à l'heure, DNP3, BACnet. Là aussi, on trouve des failles, alors que parfois on a des contre-mesures qui sont à disposition, le chiffrement des tunnels VPN industriels. Euh, euh, sur les IHM spécifiquement, ça va être de l'authentification forte. On va voir comment on peut implémenter un certain nombre de pratiques qui restent des fondamentaux de la cybersécurité, même quand on descend aussi bas dans ces couches. Voilà, la surveillance des flux, elle est particulièrement importante sur cette partie-là parce que on se retrouve à la croisée des chemins pour ces raisons d'interopérabilité. Ensuite, on a vraiment le niveau 1, contrôle de base, hein. Donc là, on retrouve des DCS. Donc là, c'est vraiment des systèmes. Les DCS, c'est vraiment les systèmes de contrôle qui sont les plus complexes, les plus étendus, qui mettent en œuvre eux-mêmes des PLC, donc les Programmable Logic Controllers. Les RTU, lorsqu'on a des actions hein, qui sont amenées à distance sur des sites distants. Les modules d'entrée-sortie. Et donc là, typiquement, on va retrouver des couches, sur cette couche de niveau 1, des attaques qui sont spécifiquement designées pour les différents modèles qu'on va voir juste après, qui embarquent à chaque fois, là aussi, soit un manque de chiffrement, mais ça peut être assumé totalement. On peut avoir des priorités, on peut vouloir gérer son obsolescence, etc. Donc, à un moment donné, on peut se retrouver sans chiffrement. Sans authentification, c'est plus gênant. Autant le chiffrement dans un système industriel, ça peut être problématique parce qu'il faut vraiment de la puissance de calcul. Autant l'authentification, on y arrive théoriquement après un échange initial de clés. Euh, voilà, c'est là aussi où on peut trouver un certain nombre d'attaques par périphérique amovible parce qu'on va avoir des données à charger lorsque ce n'est pas fait par le réseau. Donc là aussi, hein, on va vouloir une communication, une séparation stricte des réseaux et ou des fonctions, quand c'est le cas. Et puis en bas, on arrive au niveau physique, on a des capteurs, on a des actionneurs, mais ce n'est pas parce qu'on est à une couche très basse, très physique, qu'on n'a pas là aussi de vulnérabilité. Donc, enfin, concrètement, hein, de quoi parle-t-on euh, Voilà, le MES, hein, typiquement, un sématique, on voit que c'est une interface très, très globale, très user-friendly, facile d'accès visuel. On est très haut niveau. Ensuite, on a l'exemple d'une architecture d'historiane, hein. Donc là, on va prendre justement toutes les séries temporelles de signaux qui remontent du système de production. Et puis, on va en tirer des indicateurs hein, qui vont être utiles pour la planification, la logistique, etc., pour, euh, pour la gestion de son site. Là, ensuite, au niveau SCADA, que vous voyez au milieu, en haut, là, sur iFix hein, de General Electric, là, on voit on est moins sur un domaine de supervision, on va plus surveiller un process en particulier ou en tout cas une enveloppe de process en particulier. Et puis, plus on descend et plus on arrive sur des systèmes qui ressemblent de moins en moins à des PC, de plus en plus à des automates ou à des systèmes de contrôle, hein, comme le DCS, là, le PCS7 de Siemens, et puis ou le RTU, Remote Terminal Unit, pour les accès à distance, comme on a chez Emerson.
Et puis, on descend encore plus bas dans les couches, les PLC, hein, jusqu'à ce qu'on trouve bah, directement sur un système, notamment des thermocouples, hein, ce qui permettent de prendre les températures d'un procédé, un capteur capacitif pour du débit ou du niveau là, de matériaux non conducteurs, et puis des effecteurs, hein. Alors, bien souvent, ça peut être des vérins linéaires, ça peut être différents leviers. Enfin, il y en a une variété. Plus on descend et plus on arrive sur une variété de gamme de produits, mais que là aussi, euh, on peut éventuellement piéger, compromettre, enfin, en tout cas qu'il est nécessaire de protéger pour avoir une activité saine. Donc, je voulais aborder avec vous quelques solutions également. Heureusement, il y en a. Et parfois, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. Déjà, on peut appliquer les bonnes pratiques de cybersécurité que on connaît tous, mais qu'il faut vraiment se rappeler, quel que soit son niveau, son origine de métier. Voilà, la protection des accès à tout point de vue. Voilà, se poser les bonnes questions. Elle est particulièrement vraie dans le domaine industriel, pour d'autres raisons également, hein, de sûreté. La gestion des interventions, c'est un peu connexe à cet aspect-là. Comment est-ce qu'on gère ces sauvegardes? Là aussi, c'est très important. La manière dont on va exfiltrer ces sauvegardes et puis surtout, comment est-ce qu'on teste ces sauvegardes? Donc ça, c'est toujours un vœu pieux, comme dans l'IT. Mais les sauvegardes, voilà, c'est ce qui permet quand même d'échapper à quelques ransomware aussi. Euh, la politique de mot de passe à renouveler, alors par défaut, et c'est tellement vrai, ça se voit tellement, malheureusement, on voit des mots de passe factory par défaut qui sont vraiment les mots de passe d'origine, voilà, AZERTY, ce type-là. Voilà, donc on peut faire un effort, c'est quand même à portée de main, on va dire, sans avoir beaucoup de solutions experts. La gestion des inventaires, ça c'est pareil, c'est comme dans l'IT, c'est très critique, mais c'est une étape tellement indispensable. Sans inventaire, on ne va pas pouvoir mener d'audit parce que, enfin, en tout cas pas correctement parce qu'on ne va pas savoir quoi auditer. On ne pourra pas mener de gestion des vulnérabilités parce qu'on ne saura pas quel système il faut surveiller. Donc, c'est assez compliqué. Euh, les sensibilisations des collaborateurs est un classique qui nécessite là aussi du renouvellement pour que ce soit quand même un peu intéressant et pas trop aride. Et doit englober aussi, je pense, les fournisseurs autant que possible, qui sont même souvent assez demandeurs, assez agréablement surpris. La gestion des périphériques, on en a abordé. C'est pas que des clés USB au niveau des PC, hein. On peut, en plus, dans les systèmes industriels, on peut retrouver des bons vieux CD, DVD et autres, mais également des disques durs plus traditionnels. Et puis, certaines communications sans fil euh, sur lesquelles il faut porter une attention particulière. Euh, voilà, je voulais vous parler donc des solutions. Qu'est-ce qu'on peut les trouver à tous les niveaux, ces solutions? Bah, soit au niveau du design, déjà, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question au niveau d'un design en tant que tel, c'est-à-dire sans même parler de cybersécurité ou de produits de cybersécurité qui vont venir renforcer un système. Déjà, est-ce qu'on va être en analogique ou en numérique? En analogique, on est beaucoup moins vulnérable aux cyberattaques au niveau des couches opérationnelles. Mais on est plus sensible à des questions d'obsolescence. On va avoir des dérives dans les cartes, dans les signaux. Il va falloir faire un conditionnement des signaux qui va être euh, beaucoup plus problématique. On a des gestion de l'obsolescence qui n'est pas pareil en analogique. En numérique, on peut avoir beaucoup plus de reporting de data au quotidien. Ça peut, on a aussi certaines opérations qui nécessitent une puissance de calcul qui est apportée par le numérique. Voilà. Donc,
Mais par contre, dans le numérique, on va avoir davantage de systèmes qui vont être vulnérables. Alors parfois, sur les systèmes de protection, les systèmes de sûreté, on va avoir une diversification. On va utiliser un système en analogique et puis le système de secours, une redondance, par exemple, en numérique, analogique numérique. Comme ça, on va avoir une redondance et à la fois une diversification qui fait qu'on ne va pas trouver, d'un point de vue fonctionnel, et puis on ne va pas trouver les mêmes vulnérabilités. On peut se poser la question aussi de savoir si notre puissance de calcul, on va la faire en CPU, en GPU, donc avec de la puissance graphique, en ASIC, en FPGA. Le FPGA qui se démocratise de plus en plus, hein. Donc les CPU vont, par exemple être utilisés pour le traitement général, hein, pour des tâches multiples, de la logique de contrôle, typiquement. Là où les ASIC sont vraiment designés pour des applications ultra spécifiques, l'optimisation de certaines tâches. Ce qu'on voit de plus en plus avec le FPGA, euh, dont je pensais vous avoir mis l'acronyme Field Programmable Gate Array, mais qui permettent de reprogrammer en dur pour faire du calcul parallèle. Notamment, et qui permettent à la fois de faire du traitement du point de vue de la cybersécurité, notamment du traitement cryptographique, et en revanche qui permet de dédier une puissance de calcul à une tâche donnée. Voilà. Donc un attaquant ne pourra pas le faire dévier ou très difficilement de sa zone de sécurité. Et puis, quel que soit le système qu'on a pris en compte, on va appliquer une couche de durcissement, c'est-à-dire qu'on va réduire la surface d'attaque, on va désactiver des ports, on va désactiver des services, on va euh, durcir notre système, y compris d'un point de vue physique, et puis on va au contraire appliquer du whitelisting, c'est-à-dire n'autoriser que certaines actions. Voilà, ça c'est tout ce qu'on peut faire au niveau design. C'est très vrai dans des systèmes de safety où de toute façon le système il est qualifié par une design authority qui l'a validé pour sa sûreté. Et de toute façon, vous ne pouvez pas arriver en tant que cyber et dire bah, je vais quand même rajouter un pare-feu. Non, parce qu'il n'est pas finalement qualifié. On ne sait pas quels peuvent être ses effets sur ces fonctions de sûreté qu'il doit remplir avant tout. Donc la seule chose, c'est vous disposez de l'architecture, vous ne pouvez pas la modifier et vous ne pouvez, entre guillemets, qu'appliquer un système de durcissement, de whitelisting. Donc tout ça, ça passe par du scripting, du reporting, voilà, de la distribution, du déploiement de politiques de durcissement ou de politiques de whitelisting. Voilà. Et puis on va définir des architectures bah, en fonction de, bah, on va retrouver, c'est ça qui est passionnant, ce mix entre des fonctions de sûreté, des fonctions de sécurité. Donc on va autoriser, là par exemple, si on est dans la zone 1 en bas, on va vouloir protéger un réacteur, typiquement, ou un procédé, hein, ça peut être n'importe lequel, et donc lui ne pourra recevoir aucune commande de qui que ce soit. Par contre, il va peut-être envoyer, ça va être intéressant quand même, qu'il envoie les données sur son état à des fonctions plus élevées. Euh, voilà. Et donc ça, cette segmentation, c'est ce qu'on appelle, au sens de l'IEC 62443, pour être un peu docte, et si vous voulez vous référer à de la documentation, des zones et conduits. Hein, des zones et conduits. On va définir des zones de sensibilité et puis les conduits entre celles-ci. Voilà. Donc ça, on va l'assurer grâce bah, à des solutions de sécurité, notamment, ça peut être des pare-feux. Beaucoup, je ne l'ai pas indiqué ici, mais beaucoup des diodes, aussi les diodes industrielles hein, qui font leur grand retour dans la cybersécurité, qui permettent de s'assurer à 100% avec de l'acquittement protocolaire, donc qui fonctionne quel que soit, qui est globalement agnostique du protocole, qui permet de s'assurer à 100% que l'information ne passe que dans le sens dans lequel on a voulu. Voilà. Et globalement, ce que je recommanderais, c'est de toute façon, lorsqu'on implémente des solutions de sécurité pour faire respecter ces zones et ces conduits, euh, de mettre en œuvre des solutions qualifiées par l'ANSSI. Et puis, on va gérer ses actifs. On en parlait tout à l'heure. On va gérer ses actifs pour avoir ce qu'on appelle classiquement la Bill of Material ou la Software Bill of Material, la BOM, la SBOM, enfin bref, c'est ce qui permet d'avoir,
c'est pas pour, c'est pas pour faire bien que je dis ces mots-là. Si vous les entendez, voilà, ça se situe dans cette catégorie de gestion des actifs et de gestion des vulnérabilités. Indispensable d'avoir un inventaire avec une capacité d'inventaire dans les systèmes industriels qui va se faire soit by design, c'est-à-dire vous avez votre fournisseur qui va vous livrer la liste des actifs à l'instant T. Euh, ensuite, vous pouvez aussi l'établir par vous-même lorsque vous héritez d'un système ou lorsque ça n'a pas été prévu. Donc, dans un système IT, ça va se faire de manière active, une gestion active des actifs. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir un système qui va interroger votre architecture pour ensuite retirer quels sont les firmware, les adresses, qui parle à qui, quoi, quand, comment. Euh, dans un domaine industriel, on va voir ça d'un mauvais œil. On n'a pas trop envie d'interroger euh, un procédé en cours d'exécution ou qui pourrait avoir des effets de bord, des reprogrammations, des reboots de certains PLC, RTU, etc. Donc on va le faire, on va préférer la manière passive par écoute protocolaire. Voilà, donc c'est plutôt des sondes qui vont permettre de cartographier de manière passive, de détecter en fait quels sont dans les trames les paquets en fonction des headers, des champs, etc. Quels sont à la fois, quelle est la matrice de flux, qui parle avec qui, et quels sont les firmware avec leur version même très précisément qui sont connectés au réseau et qui permettent de finalement de retracer, de se redonner une visibilité sur un système. Voilà, et ça c'est l'étape indispensable, comme on voyait tout à l'heure, pour pouvoir ensuite gérer des vulnérabilités, puisque comment savoir quelles sont les vulnérabilités si on ne sait pas quel système on a dans son architecture, sachant qu'il y a des millions, dizaines de millions de vulnérabilités, donc il faut bien les réduire au seul système qu'on a déjà, sachant que comme toute organisation, on aura de toute façon une dette de vulnérabilité qu'on n'arrivera pas à gérer. Mais on va quand même tenter de faire quelque chose, au moins pour les vulnérabilités les plus importantes, hein. On voit assez pragmatiquement par le score, le CVSS, hein, donc le Common Vulnerability Security Score, euh, qui sont liés à un protocole, euh, à un firmware, à un applicatif, et dont on connaît l'état d'exploitation ou son risque d'exploitation. Maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est également le développement de services managés de VOC, hein, parce que finalement, c'est assez, enfin, c'est assez chronophage. Et donc, finalement, c'est pas une techno à elle toute seule qui va nous servir. Il faut faire une forte analyse, contextualiser, voir quelles sont les remédiations possibles, également en fonction du vendor, hein, de celui qui a fourni le système. Également à gérer avec peut-être les arrêts de production, à gérer avec la gestion de l'obsolescence, etc. Mais enfin, en tout cas, il suffit pas d'avoir juste un CVSS, il faut vraiment faire ce travail d'analyse pour bien comprendre, pour bien prioriser les vulnérabilités, pour n'adresser que les plus importantes, parce que, encore une fois, c'est vraiment chronophage, et également pour identifier quelle va être la stratégie de remédiation, qui ne sera pas simplement de patcher, hein. Ça peut être patché, mais ça peut être, encore faut-il avoir testé la non-régression, mais ça peut être tout simplement remplacer un matériel qui est devenu obsolète de toute façon. Ça peut être virtualiser certains services, effectuer un durcissement supplémentaire, effectuer une ségrégation réseau supplémentaire, etc. Donc, il peut y avoir plusieurs stratégies par rapport à ça. Et quoi qu'il arrive, également, on peut avoir des vulnérabilités inconnues. Euh, on peut avoir également des défauts dans son architecture ou dans son process qui vont mener, malgré tout, qui vont permettre l'existence de menaces et d'attaques. Donc, c'est pour ça qu'on va de toute façon mettre en place une surveillance et une détection de son système
donc à tous les niveaux, au niveau physique, hein, déjà, rien au niveau physique, j'insiste souvent là sur cet aspect-là. Euh, Ça peut être aussi bien des scellés, donc avec mes équipes, par le passé, on a développé des scellés, enfin qui existent toujours, hein, des scellés particuliers qui permettent qui sont vraiment anticorruption et qui peuvent pas être défaits et qui permettent d'être cartographiés par un système d'enregistrement. Donc ça peut être ce type de scellé, hein, pour quand on doit les appliquer dans des conditions de température, d'humidité et qui permettent de résister à certaines compromissions. La vidéoprotection, la détection d'ouverture, tout ça, les boîtes à clés, c'est vraiment, là aussi, c'est un processus vertueux parce que dès qu'on a un doute, c'est pas qu'on aura été forcément attaqué, mais en tout cas, on va déclencher ce qui s'appelle une levée de doute. Et à ce moment-là, on va se poser les bonnes questions. Tiens, j'ai constaté que j'ai une compromission, j'ai une détection d'ouverture sur la boîte à clés ou sur ma baie. Est-ce que je peux le corréler avec une vidéoprotection? Est-ce que je peux vérifier sur mon système si j'ai une tentative d'intrusion, etc. Donc là, on va déclencher un processus vertueux et l'officier de sécurité de site va se sentir utile à juste titre. Et puis, une surveillance réseau. Alors, dans un système industriel, c'est pas un sport de masse souvent. Donc, euh, la surveillance des réseaux industriels. Alors, autant dans le domaine IT, vous savez, on va pouvoir détecter soit des règles, d'accord? C'est-à-dire, on va mettre en place une règle. Si j'ai euh, une requête sur l'AD, un compte administrateur qui se log, le branchement d'un périphérique USB. Voilà, ça va être un type de règle qui va déclencher une alerte, tout simplement. On peut avoir des indicateurs de compromission euh, et des signatures. Donc, indicateur de compromission qu'on appelle aussi IOC, Indicator of Compromise. Donc là, on va avoir connaissance d'une menace qui est passée sur son réseau, soit parce qu'on a une adresse IP malveillante, soit parce qu'on a un hash de fichier malveillant, une adresse mail, etc. Donc là, on va avoir des bases de signatures. Dans l'OT, dans les systèmes industriels, ça reste possible, mais souvent, notamment dans les systèmes les plus critiques, on va avoir des attaques par canaux cachés, on va avoir une corruption, par exemple, tentative de corruption au niveau de l'horloge, hein, qui permet de faire respecter les cycles de production. Et donc, il va vraiment falloir avoir une finesse au niveau de la détection. Donc là, la détection comportementale, elle est très utile. Elle est très utile. On embarque maintenant de l'IA. C'est pas juste une vue de l'esprit. C'est maintenant, aujourd'hui, qu'on implémente soit de l'IA symbolique, soit du machine learning, soit de l'IA avec des réseaux de neurones pour vraiment détecter avec une certaine finesse des tentatives. Donc bien souvent, en plus, là aussi, ce qui est très intéressant, c'est que on a un système de sûreté, donc on doit faire la démonstration de sûreté de notre système. Donc du coup, quand on veut implémenter des systèmes d'IA, il faut parfois choisir son modèle pour qu'il soit démontrable. Donc, on va recourir à des systèmes type XAI, si vous connaissez ou pas, si ça vous dit quelque chose, Explainable Artificial Intelligence, qui va démontrer la prise de décision. Et donc, on pourra plus facilement démontrer aux autorités ou à nos clients, faire la démonstration de sûreté. Voilà, donc sur la partie IA. Et la partie IA, in fine, nous sert là aussi, hein. L'enjeu de la détection, c'est d'avoir les signaux utiles sur le bruit. On va avoir beaucoup de bruit, mais ce qu'on veut, c'est quand même les signaux utiles. Donc, il va falloir les détecter. Après une phase d'apprentissage, on va pouvoir détecter éventuellement la déviation d'un système. Donc, on va pouvoir observer des signaux qui ne sont pas conformes sur le plan du réseau, de son système, des checksums qui ne se font pas, une station qui se connecte pour faire un man in the middle, etc. Donc déjà, on va avoir une détection opérationnelle pure et dure. Et puis, quand on va comprendre la couche protocolaire, on va pouvoir également faire la corrélation entre ce que j'observe d'un point de vue de mon système, d'un point de vue physique, et puis ce que j'observe d'un point de vue procédé. Est-ce que j'ai toujours une corrélation ou est-ce que j'ai une déviation qui
qui serait là pour masquer éventuellement une tentative de corruption. Voilà, donc là aussi, passionnant à mettre en œuvre dans les systèmes industriels. Il faut également orchestrer tout ça. C'est pas simplement technocentré. Il faut pouvoir orchestrer toutes ces solutions, mener ces projets de bout en bout pour arriver au bon moment avec sa solution, avec ses solutions au moment d'un projet, hein, mener des analyses de risque qui vont prendre ces contraintes de sécurité, sûreté, notamment ces interfaces, se préparer à la crise, mener des audits, le maintien en condition de sécurité qu'on va voir, et puis la sécurisation des fins de cycle qui est souvent là aussi omis, je me permets de l'indiquer. Donc voilà, typiquement, le cycle en V, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. On commence par les spécifications d'abord fonctionnelles, les spécifications techniques. Et dans les spécifications fonctionnelles, on va trouver, je veux que ça remplisse une fonction de sécurité. Et dans les spécifications techniques, je veux mettre en œuvre telle ou telle solution. C'est une première chose, mais après, il faut l'implémenter, et puis il faut s'assurer que ce soit correctement configuré. Il ne suffit pas, encore une fois, d'avoir son matériel, il faut qu'il soit correctement configuré. On retrouve, voilà, enfin, il y a un gros travail de planification qu'on soit dans toute industrie comprise, hein, bien sûr, ça peut être aussi bien les transports, la chimie, le nucléaire, l'énergie et autres, qui vont respecter en général ces types de cycles. Et donc, on va remonter le V hein, jusqu'à faire des tests unitaires d'intégration, de validation, la recette. Et pour la cybersécurité, bien souvent, ça veut dire l'homologation de son système, c'est-à-dire l'acceptation des risques et l'acceptation des barrières qu'on a mises en place pour assurer l'étanchéité par rapport à ces risques. En général, on met en place un audit final hein, qui va venir couvrir la fin du processus pour dire, voilà, on est étanche du point de vue de la cybersécurité et ce qu'on a mis en place pour se prémunir est correctement configuré. Euh, et bien souvent, c'est ce qui préfigure l'acceptation d'une décision d'homologation. Dont la stratégie est définie dès le début en général. Voilà, donc bon, c'est un travail conséquent, très documenté. L'analyse de risque, elle est passionnante, là aussi parce que notamment elle permet de gérer le monde de la sûreté avec le monde le monde de la sécurité. Là, à titre illustratif, je vous ai montré pour l'aspect nucléaire toutes les normes de sûreté auxquelles on a droit hein, pour un système de contrôle-commande. Et puis, bah, face à ça, on a également des standards de sécurité qu'on doit respecter vis-à-vis des autorités ou vis-à-vis de nos clients. Dans certains cas, on a des guides spécifiques justement pour gérer cette interface, cette priorisation sécurité-sûreté. Il reste 10 minutes à 10 peu près. minutes, on est bien. Merci Gérard. Donc voilà, alors on n'est pas toujours obligé d'arriver sur des systèmes aussi complexes que des projets nucléaires. Déjà, rien que se poser les bonnes questions, on peut le faire avec des méthodes qui sont beaucoup plus légères que la méthode EBIOS, par exemple, connue de certains d'entre vous. EBIOS, hein, euh, et donc pour l'expression des besoins, identification des objectifs de sécurité, et qui permet de gérer, déjà, mettre en place les principes de base, répondre à des besoins de conformité, et ensuite, il faudra avoir une approche beaucoup plus par scénario, une approche beaucoup plus fine pour adresser les risques les plus importants. Mais avant de faire ça, déjà, rien que de mettre en place les fondamentaux, il y a des méthodologies, notamment par la Mozilla Foundation, Rapid Risk Assessment, RRA, qui donnent des méthodologies qui sont tout à fait applicables au système industriel. Voilà, encore une fois, je ne vais pas faire peur avec ça. Ça peut aller jusque-là, mais on peut partir sur des bons principes de base. La préparation à la gestion de crise, elle est, enfin vraiment, s'il y a des RSSI ou des futurs RSSI parmi nous, c'est très important de pouvoir s'entraîner. Ça permet d'embarquer vraiment toute l'entreprise. Au début, forcément, vous aurez des services
qui voudront pas parce qu'ils viennent pas de la cybersécurité. On veut embarquer les process, les métiers, et ils vont pas vouloir parce qu'ils vont avoir peur de la cybersécurité. Ils vont avoir peur de pas savoir réagir à un incident qu'ils considèrent d'un domaine étranger au leur. C'est forcément la réaction que vous aurez. C'est un pas en arrière. Et pour autant, lorsque on aura fait son premier exercice, son premier entraînement, eh ben, il y aura vraiment une satisfaction parce que oui, il y aura des points perfectibles, mais oui, on se sent mieux quand on a adressé une fois un. Voilà, on s'est senti concerné, on s'est senti embarqué. C'est très important de pouvoir simuler la gravité d'un incident aussi pour pouvoir vraiment se mettre dans le jeu. Mais je vous dis que enfin, je vous assure que c'est vraiment quelque chose qui permet d'embarquer la cybersécurité à tous les niveaux d'entreprise, du COMEX, les cellules médiatiques, son assureur, son courtier. Ça peut être également ses partenaires. C'est ce que j'avais vécu à la RATP où on avait travaillé avec la SNCF, son prestataire de réponse à incident. Enfin voilà, donc ça, voilà, ça permet vraiment d'embarquer tout le monde et ça passionne, je pense, tous les acteurs. Et ça n'empêche pas également de conduire des ateliers d'approfondissement, hein. Par exemple, on va vouloir tester sur un exercice, il faut le dire dès le début de l'exercice. Je veux tester, par exemple, ma capacité à lutter contre un ransomware. Je veux tester ma capacité de négociation. Je vais qualifier des négociateurs, etc. Je vais tester ma capacité à faire de la reprise sur incident. Je veux tester ma capacité de reprise de mes sauvegardes. Donc, ça peut se faire de manière décorrélée à l'exercice, mais voilà, il ne faut pas avoir peur de segmenter, parce que c'est vrai que c'est un vaste sujet, mais c'est un sujet qui est vraiment passionnant, qui fait parler de soi dans l'entreprise en général en bien. Voilà. Les politiques d'audit, je vous passe tous les audits qu'on est en mesure de faire sur la partie gouvernance, conformité, sur des audits de configuration, comme on l'a vu tout à l'heure, des tests d'intrusion qui sont adaptés aux ICS. Donc là, si vous faites des audits sur les contrôles, sur le système de contrôle industriel, il faut vraiment bien durcir les dispositions contractuelles et toutes les précautions en amont pour être sûr qu'on ne va pas faire de bêtises sur le système en production. Si ça arrive, en général, on ne fait pas de pentest sur les systèmes en production, tout simplement. Et donc là aussi, une bonne sauvegarde avant les audits, et puis des audits qui vont jusqu'à la sécurité physique ou qui peuvent être ciblés sur une thématique en particulier, notamment la partie maintenance, la partie sauvegarde. Voilà, je, je passe vite. C'est ce dont je parlais au début, hein, le maintien en conditions de sécurité, voire même l'amélioration en conditions de sécurité. Ça peut être le simple fait de maintenir son niveau de sécurité, mais peut-être avec une meilleure performance, des coûts moindres, une meilleure standardisation des process. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en général, bah, à un niveau de sécurité, quand votre système il est livré par la maîtrise d'ouvrage, il est livré à son autorité utilisatrice, bah, il va avoir théoriquement le meilleur niveau de sécurité pris en compte à l'homologation. Et puis, cette sécurité, avec le temps, elle va se dégrader naturellement, quoi qu'il arrive, parce que vous aurez une nouvelle organisation, vous aurez les administrateurs qui auront changé les pratiques d'administration. Peut-être qu'avant c'était local et puis c'est passé à une gestion d'administration à distance. Il y a eu le Covid, je ne sais pas. Enfin, il peut se passer n'importe quoi. Il peut y avoir des nouvelles vulnérabilités qui ont été publiées sans que vous le sachiez. Donc finalement, votre niveau de sécurité, naturellement, quoi qu'il arrive, il va se dégrader. Donc on va le réévaluer. Par exemple, pour un système sensible, en général, pour l'ordre d'idée, c'est 3 ans, 5 ans à peu près. Et donc là, on va réévaluer soit par un audit ou par des audits. On va se reposer la question, on va reconduire une analyse de risque, on va identifier les scénarios stratégiques. Est-ce qu'ils sont toujours les mêmes? Est-ce que l'entreprise est toujours dans son contexte? Et des scénarios opérationnels pour voir si on a des pratiques qui ont évolué, administration à distance et autres. Et puis, on va retrouver un niveau de sécurité qui va à nouveau se redégrader avec le temps. Et donc, on va pousser la pierre en s'améliorant d'année en année. Voilà, jusqu'à aux fins de cycle, hein, finalement.
qui est pas à négliger. Souvent, on le voit dans les mopieurs, hein, vous savez, dans les entreprises, les multifonctions copieurs, là, les photocopieurs qui font scanner et photocopieurs et autres. Et où, en général, maintenant, c'est à peu près acquis dans les entreprises. On récupère les disques durs ou en tout cas, on s'assure qu'ils sont détruits in fine. Et ben, pourquoi pas le faire avec un système industriel qui, en général, embarque potentiellement des composants critiques, hein. Donc, ça peut être des firmware, on peut avoir bah, toutes les clés de chiffrement qui sont dans un PLC. On peut avoir oui, différentes données qui ont été stockées, qui sont encore présentes même par rémanence magnétique. Donc, il faut vraiment assurer, là aussi, on n'a pas envie de voir des marchés latéraux qui revendent vos systèmes sans qu'ils aient été, en tout cas, assainis. Et puis voilà. Et puis, de toute façon, c'est une démarche un peu RSE. euh, de valorisation, ça accompagne la valorisation sécurisée de matériel industriel. Voilà. Mais étape, au moins, et c'est bon de se poser la question. Allô? Voilà. Et voilà, je crois que j'ai terminé. Eh Euh, bien, ben, Merci nous allons beaucoup. passer alors, merci beaucoup Oui, merci Pierre-Marie, beaucoup. Pierre-Marie-Laure. Ah, bon, Enfin, d'accord. c'était très intéressant, mais tu n'es pas libre de t'en aller là. Il y a les questions-réponses. ah, Donc, on va donner la parole à Charles Blanc-Rollin. Le temps pour Pierre-Marie lors de regarder le chat pour répondre aux Ok. questions ensuite. Et après, vous poserez des questions Il y aurait plus ça aux deux avec Pierre intervenants quand même. et Pierre-Marie-Laure Euh, aura lu le chat. Alors, Charles, un Bon, responsable ok, ça sécurité. marche. Attends, un responsable sécurité qui constate les multiples agressions sur son système, Non, non, non. est-ce qu'il doit avoir une attitude On comme va, ça on va faire une petite analyse de ou flux, bien voir il doit ce qui réagir remonte là avec demain des matin. outils? Donc, on a tout basculé dessus. Donc, on verra s'il y a des choses bizarres ou j'ai pas. j'ai l'impression qu'il y T'as a mis le Quelqu'un qui micro, vous pouvez parle, ouais. couper le micro. Merci. Coupez les micros Il y a là. des micros non coupés là. Merci les. Attention. ta question, Gérard, c'était voilà, on fait face à un incident. Qu'est-ce qu'on doit faire finalement? C'était ça ta question? Mince, je n'ai plus de retour. Gérard, ton Gérard, micro est ton coupé. micro est coupé. Ton micro est coupé, Gérard. Donc on ne t'entend plus. Je disais, est-ce qu'on doit faire face aux agressions en regardant ce qui se passe comme ça, comme une brave bête qui est debout à la verticale, ou bien il y a des moyens de réagir? Oui, on a des moyens de réagir. Donc, alors, il y en a plein là aussi. C'est bien de s'être préparé dans tous les cas de figure, d'avoir ce qu'on appelle des pré-plans ou des concept plans pour se préparer. On a travaillé en général avec un prestataire de réponse sur incident en fonction de la nature de son système et les enjeux propres à son système. Euh, en tout cas, il faut certainement pas rester tout seul. Même un signal qui finalement est un signal faible et qui restera un signal faible, bah, c'est toujours intéressant de le traiter pour au moins activer les premiers réflexes d'une gestion de crise. Et puis après, on peut bien sûr escalader. Et en tout cas, on reste pas tout seul au sein de son entreprise, même en dehors de son entreprise. Voilà, ma question, c'était surtout pour Charles, parce que regarder comme ça, c'est comme une bête, un suricate, très exactement, et il y a plus, il y a mieux. Alors à toi, Charles. Merci, bonsoir à tous. Merci Gérard pour l'introduction. Du coup, je me présente très très rapidement. Donc Charles Blanc-Rollin, je travaille dans le secteur de la santé depuis 17 ans et encore pour quelques jours. Et je vais rejoindre le secteur de l'industrie très bientôt. Donc merci Pierre-Marie pour cette présentation très intéressante.
Du coup, Gérard, oui, pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est très intéressant d'avoir des outils qui permettent d'avoir des alertes sur le réseau. Et merci du coup de me permettre de présenter un petit peu ce projet ce soir. Donc, du coup, rapidement, en introduction, euh, pourquoi la supervision réseau? Tout simplement parce que on a des limites avec tous les agents qu'on pourrait installer sur les systèmes. Euh, donc, on n'a pas toujours la possibilité d'installer un agent sur toutes les machines. On a des systèmes d'exploitation encore non supportés, et notamment dans le domaine de l'OT, mais aussi dans le domaine de la santé. Euh, on a des systèmes OT sur lesquels on n'a pas forcément la possibilité d'installer euh, un, un agent antivirus ou agent EDR. On peut avoir des contraintes réglementaires. C'est le cas notamment avec les dispositifs médicaux dont on parlait un petit peu dans le chat. On peut avoir des contraintes techniques. Tout simplement, on peut avoir des systèmes qui ne fonctionnent plus correctement à partir du moment où on va leur installer des agents et des produits tiers. Et puis, on peut avoir des contraintes qui nous sont imposées par les éditeurs et qui nous disent, à partir du moment où vous déployez un agent EDR sur la machine, votre système n'est plus supporté. En tout cas, nous, on n'accepte plus de le supporter. Ça, c'est la première partie, on va dire, angle mort qu'on va avoir en termes de supervision. Euh, Ensuite, pour moi, le deuxième angle mort qu'on va retrouver, c'est l'antivirus ou l'EDR qui peut être contourné ou désactivé par les attaquants. Du coup, c'est ce qu'on voit de plus en plus et déjà depuis plusieurs années avec des outils tels que Blackout, EDR Sandblast, qui sont des outils qui utilisent en fait des drivers qui sont vulnérables et qui peuvent permettre à un attaquant de récupérer des privilèges système sur la machine et de venir soit arrêter l'agent sur la machine ou soit de le contourner. C'est le cas avec EDR Sandblast. Ça va être de créer un processus, et c'est là où c'est encore plus traître, entre guillemets, c'est que là, on va créer un processus qui n'est plus surveillé, qui n'est plus supervisé par l'EDR ou l'antivirus, sans qu'il soit désactivé. Et puis, on a aussi d'autres méthodes euh, qui vont permettre de contourner la détection sur les systèmes, notamment ce qu'on appelle le reflective loading, où là, on va venir lancer un processus ou un outil offensif ou du code malveillant depuis une source externe. Donc, ce qui fait que notre outil ne sera pas présent sur le disque de la machine et on va essayer de le masquer un maximum au niveau mémoire pour limiter les détections. Euh, voilà. Et puis, après, on peut très bien avoir aussi un antivirus EDR qui est mal configuré. Donc, ce qui fait que derrière, on va manquer de visibilité sur certaines actions, où il peut aussi ne pas être supervisé du tout. Malheureusement, c'est le cas dans des petites structures. Euh, on voit beaucoup de gens dans des structures de petite taille ou de taille moyenne qui foncent tête baissée parce qu'on leur a vendu un discours commercial en leur disant aujourd'hui, il vous faut de l'EDR absolument, mais comme tout outil de sécurité, si derrière ils ne sont pas configurés et surtout s'ils ne sont pas supervisés, si on n'a pas des humains qui regardent un petit peu les alertes qui arrivent de temps en temps, derrière, on va passer à côté. Et puis, ces antivirus EDR, on peut aussi avoir des actions qui ne sont pas tracées, notamment certaines actions sur les systèmes Windows qui ne sont pas tracées dans les logs. Donc là, on n'aura pas la possibilité de pouvoir les détecter de cette manière. Et puis, autre action qu'on va avoir beaucoup plus de mal à détecter avec ce qui est présent sur les systèmes, ça va être tout ce qui est l'utilisation d'outils légitimes, comme des outils d'administration à distance, par exemple, où là, ça va être compliqué de dire
à un constructeur d'antivirus ou d'EDR, détecte-moi cet outil comme quelque chose de malveillant, alors que c'est un outil qui peut très bien être utilisé de manière légitime. Du coup, la supervision réseau, pour moi, peut venir à la rescousse. Alors, sur la partie supervision réseau, on parle souvent d'IDS, qui va être vraiment la première couche de détection d'incidents de sécurité sur le réseau, la partie NSM et puis ensuite la partie NDR pour tout ce qui va être détection-réponse. Ça va nous permettre d'élargir déjà notre périmètre de détection, puisqu'on va pouvoir détecter tout ce qu'on n'aura pas vu jusque-là avec ce qui est présent avec les agents qui sont présents sur les systèmes, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Ça va nous permettre de détecter plein de choses. Ça va nous permettre de détecter des mauvaises pratiques. Ça va nous permettre de détecter éventuellement du shadow IT ou de détecter, par exemple, qu'on a un prestataire qui vient de se connecter sur notre réseau, qui vient de connecter sa machine alors qu'il n'a pas été forcément autorisé à le faire. On va pouvoir détecter des vulnérabilités, des actions malveillantes ou des connexions à des serveurs de commande et de contrôle qui sont connus, ou pas toujours. Les gros avantages, donc, c'est qu'on va pouvoir fonctionner sans avoir à déployer d'agents sur les systèmes. Donc, ça va nous permettre de détecter des menaces, notamment sur les réseaux outils sur lesquels on n'aurait pas la possibilité d'installer ces agents. Je trouve aussi parmi les avantages que c'est beaucoup plus difficile à contourner pour un attaquant, parce que autant contourner un antivirus ou un EDR, comme on l'a vu précédemment, il y a des techniques. Sur le réseau, on va pouvoir tenter de dissimuler ces flux, mais il va quand même falloir qu'il y ait des connexions entre les machines, et notamment quand il y a des échanges avec un serveur de commande et de contrôle, le flux il est obligé de passer. Même si on tente de le masquer, en tout cas, le flux est obligé de passer. Et donc tout ça, ça va nous apporter une vue qui est vraiment complémentaire. Du coup, je fais un bref rappel donc, de ce qu'est Suricata. Donc, rapidement, Suricata, c'est un moteur de détection qui fait un peu plus que ça d'ailleurs, puisqu'il va aussi historiser tout le trafic qui va passer sur le réseau au niveau des métadonnées. Donc, c'est un projet qui est né en 2009 suite au problème qu'il y a eu au sein du projet Snort historiquement, à partir du moment où le créateur de Snort a vendu son entreprise à Cisco et a du coup arrêté d'intégrer les contributions de la communauté, en fait, la communauté s'est retrouvée bien embêtée. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle version, eux, ils étaient obligés de réimplémenter tout ce qu'ils avaient redéveloppé dans la nouvelle version. Donc, comme ça devenait de plus en plus compliqué, on a plusieurs développeurs qui ont décidé de lancer donc un nouveau projet qui s'appelle Suricata, qui est né donc en 2009 pour sa première version bêta, qui est du coup un logiciel qui est dépourvu d'interface graphique. Hein. C'est vraiment uniquement la partie moteur de détection. C'est un outil qui est libre, qui est communautaire et qui est porté donc par l'OISF, l'Open Information Security Foundation, qui est un consortium d'acteurs de la cybersécurité dont l'ANSSI fait partie. Et donc, du coup, l'ANSSI participe au financement, notamment du développement de cette solution depuis pas loin d'une dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, c'est aussi l'outil sur lequel s'appuient aujourd'hui les sondes de détection souveraines qui sont qualifiées par l'ANSSI. Donc, aujourd'hui, si vous utilisez une sonde de détection qualifiée par l'ANSSI, peu importe l'éditeur que vous avez choisi, si vous ne le savez pas, c'est le moteur Suricata qui fonctionne à l'intérieur. Donc, comme je disais très rapidement tout à l'heure, il historise le trafic, donc il va analyser les flux et émettre des alertes à partir de règles qui ont été définies. Il va reconnaître automatiquement de nombreux protocoles réseau. Donc ça, c'est quand même assez pratique, notamment quand on veut créer des règles de détection. On va pouvoir gagner beaucoup de temps puisqu'on a déjà beaucoup de mots-clés qui vont permettre de créer des règles pour chaque type de protocole.
il va également calculer des empreintes des clients et serveurs TLS, par exemple. Donc ça peut être aussi pratique pour identifier certains produits ou certains outils qui sont utilisés, notamment des outils offensifs. Mais on va aussi pouvoir faire ce calcul d'empreintes. En fait, c'est la même chose, hein, sur la partie SSH et sur la partie TLS. En gros, ce qu'on va regarder, c'est lors de la première connexion entre le client et le serveur. Le client et le serveur vont s'échanger rapidement les informations des algorithmes qui sont capables d'utiliser pour le chiffrement. Et à partir de ces informations sur les différents algorithmes de chiffrement qui peuvent être utilisés, on les additionne, on les met à la suite et on fait un MD5 dessus et ça nous donne cette fameuse empreinte. Chose qui peut être aussi intéressante pour la partie traitement des données. Il vient écrire ses traces donc, dans un format standard qui est le format JSON et il va nous permettre d'exporter au format PCAP tout ce qui aura été enregistré. Il va permettre de reconstruire des PCAP de l'ensemble des flux ou uniquement des alertes suivant ce qu'on veut faire. Et chose aussi qui est assez intéressante dans la version 8, qui est toujours en cours de développement et qui n'est pas encore disponible, donc du coup, euh, dans sa version définitive, on va pouvoir calculer la volumétrie des données qui sont envoyées ou la volumétrie des données qui sont reçues. Et donc, du coup, on va pouvoir associer ça avec les protocoles qui sont utilisés et puis d'autres informations à l'intérieur. Donc ça peut être très intéressant, notamment pour voir de l'exfiltration de données, par exemple. Du coup, ça m'amène à parler de ce projet que j'ai lancé il y a quelques années déjà, donc, qui s'appelle Paw Patrols. Donc pour les personnes qui se posent la question de pourquoi ce nom, tout simplement parce que ma fille est fan de la Patte Patrouille. Voilà ce qui l'explique. Donc c'est une collection gratuite de plus de 21 400 règles de détection. Et donc, du coup, aujourd'hui, si vous utilisez Suricata ou si vous utilisez n'importe quel outil de NDR, une sonde qualifiée par l'ANSSI, vous pouvez très bien intégrer ces règles de détection à l'intérieur. Donc c'est un projet qui a été initié en 2020 et donc du coup avec un ami du secteur de la santé, on a pas mal testé les règles et puis du coup ce projet je l'ai rendu public en 2022. Euh, j'ai aussi la chance que ce projet ait été intégré euh, au projet Suricata lui-même, donc l'année dernière. Donc beaucoup de bienveillance au sein de la communauté Suricata. Donc aujourd'hui, si vous utilisez Suricata, vous pouvez très facilement activer les règles Paw Patrol. Elles sont déjà disponibles dans les sources. Euh, Environ 5 minutes encore. Ça marche. Merci Gérard. Et donc, du coup, voilà, ces règles de détection aujourd'hui, elles sont utilisées par des universités en Europe et en Asie. On a alors forcément plusieurs établissements de santé, des CH, des CHU, qui les utilisent forcément parce que je travaille dans le secteur de la santé depuis longtemps. J'ai aussi vu qu'on avait des ministères français qui les utilisaient, l'équivalent de la SNCF dans un pays d'Europe de l'Est, un CERT privé. Alors là, pour le coup, on a eu des échanges, ils m'ont contacté sur ce sujet-là, donc je sais qu'ils l'utilisent. Un service de renseignement aussi, et puis beaucoup de professionnels de la sécurité, notamment des chercheurs, voilà, Et qui puis, tu es gentiment prennent le aussi relais. vice-président de l'APSIS Je suis aussi vice-président de l'APSIS, tout à fait. Merci Gérard. et adhérent à l'AXI. Et adhérent à l'ARCSI depuis peu. Et merci aussi pour, euh, pour m'avoir parrainé, Gérard. Du coup, pour vous donner un petit peu quelques stats sur l'utilisation, donc aujourd'hui, on a plutôt des gens en France, en tout cas des entreprises en France, qui ont tendance à l'utiliser. On est à un peu plus de 1000 téléchargements des règles par jour, puisqu'on a aussi des gens qui viennent actualiser ces règles plusieurs fois dans la journée. euh, Parce qu'elles sont aussi actualisées plusieurs fois dans la journée, notamment avec des traitements automatiques et de la récupération d'infos sur différentes sources.
Et on est à peu près, alors là, on est sur la journée d'hier à un peu plus de 280 téléchargements. En général, il y en a plus le dimanche. Sinon, par jour, on a environ à 250 euh, entités différentes qui viennent télécharger ces règles. Et donc, du coup, pour illustrer rapidement quelques exemples de ce qu'on peut détecter avec, donc vous avez à gauche la machine sur laquelle il y a une action qui est en train de se produire. Sur la droite de votre écran, vous avez du coup la vision de ce qui va pouvoir être détecté sur le réseau. Donc là, je vais tout simplement utiliser un outil qui s'appelle AirClone, qui est un outil légitime, mais qui est aussi très souvent utilisé par des attaquants pour faire de l'exfiltration de données. Et donc là, ce qu'on va pouvoir voir, pour illustrer, on va pouvoir voir passer différents paquets. Comme je vous disais, on a l'empreinte du client TLS de AirClone, donc qui est facile à reconnaître. On a pu voir aussi qu'on était en train d'exfiltrer des données donc sur un site de partage de données grand public, ce qui est aussi souvent utilisé par des attaquants. Hop, pour illustrer, là, on va être plutôt sur ce qui va être de l'attaque en interne, alors soit sur du pentest interne ou soit sur une action où on a vraiment déjà l'attaquant qui est rentré sur le système. Donc là, plusieurs actions avec des outils offensifs, aussi bien Rubeus que la suite Impacket qu'on retrouve notamment dans Kali. On va pouvoir voir là un attaquant qui est en train de vérifier si on a des utilisateurs qui ont la pré-authentification Kerberos qui a été désactivé et donc qui vont tenter de générer donc un ticket TGT sur la partie Kerberos pour tenter de compromettre un compte qui est affaibli de par sa configuration. Voilà, donc ça peut être des choses que l'on voit passer également. Donc, ça peut être très intéressant de faire de la détection réseau sur un réseau sur lequel vous avez, par exemple, vos contrôleurs de domaine Active Directory, puisque là, on va pouvoir voir passer ce type d'attaque. Là, un exemple de connexion donc à un serveur d'attaquant, le groupe de rançongiciel Bien en Lien, donc qui a attaqué un établissement de santé l'année dernière ou l'année d'avant, si je ne dis pas de bêtises. Là, en fait, tout ce que j'ai fait, enfin, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai juste forcé une connexion sur ce serveur. Et donc là, on va pouvoir voir passer aussi des choses intéressantes. Là, on a de la détection en fait sur le certificat qui est fait. On a la chance encore sur Windows d'avoir beaucoup de flux en TLS 1.2. Donc, du coup, on voit les informations de certificat. Et donc là, on va pouvoir retrouver. Alors là, on voit l'empreinte de l'outil utilisé pour se connecter. Donc là, c'est du curl natif sur Windows. Et puis là, les informations du certificat qui sont générées de manière aléatoire, mais avec des expressions régulières, on va pouvoir très facilement venir les détecter. Il sera temps de Voilà. conclure là. Et pour conclure, voilà, je vous invite, si vous utilisez donc du coup la solution à télécharger les règles, à me faire des retours pour les faire évoluer. Si vous avez des faux positifs, si vous souhaitez voilà, faire évoluer ces règles, profitez-en. Et puis, je vais vous remettre la dernière slide avec, hop, check, si j'arrive jusqu'au bout. J'en avais prévu plusieurs, hein. Hop, je vais vous remettre l'adresse du site. Voilà, que vous pouvez regarder et que vous pouvez tester. Voilà. Donc n'hésitez pas et puis vous retrouvez toutes les infos sur le site. Et si vous avez des retours à me faire, ça sera avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Très bien, mais tu restes, hein. Les questions, c'est Je à reste, bien sûr. Pierre-Marie-Laure et à toi, hein. Ça marche, ça marche, merci, je reste. Pierre-Marie, tu as pu lire le chat?
Oui, 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 j'ai eu quelques questions et certaines sont déjà répondues en direct par Peut-être qu'on peut moi-même. les reprendre pour en faire profiter donc l'ensemble donc des Bien, participants. bien sûr, bien sûr, bien S'il te sûr, bien plaît, sûr. donc Jean-Marie, si tu te souviens donc des questions, ça va permettre. Alors, oui, notamment, j'avais une question. La première, j'ai pas trop compris quels sont les investissements actuels sur la norme IEC 62443. C'est vrai que j'ai évoqué rapidement. La norme IEC 62443, c'est un standard international hein, pour la sécurisation des systèmes d'automatisation et de contrôle commande industriel. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a dit humblement, hein, identifier ses actifs, évaluer ses risques, mettre en place les contrôles de sécurité, avoir une politique d'audit. Voilà, on va s'intéresser au système de management, aux organisations, au système, aux produits. Donc voilà, c'est une norme pour laquelle ça rejoint une question, je crois, plus loin dans le chat, savoir si on peut se faire, si c'est utile de se faire certifier 62443. À mon avis, c'est un investissement lourd, mais comme dans l'IT, c'est pas parce qu'on n'est pas certifié que on n'applique pas certaines bonnes pratiques. Donc ça, c'est très intéressant, effectivement, la 62443. Euh, plus de manière plus légère, hein, si on est une PME, parce qu'il y a aussi une question sur bah, on est une PME et enfin, par où commencer. Euh, il peut y avoir, pour se donner un ordre d'idée, bah, encore une fois, soit les recommandations de l'ANSSI. Donc, on ne va pas se faire peur avec les recommandations détaillées. Déjà, rien que les recommandations de l'ANSSI sur la sécurité des systèmes industriels. Il y a également les Australian Essential, dont vous avez peut-être entendu parler. Également, quelques bonnes pratiques euh, qui ont été déclinées pour les systèmes industriels, qui sont utiles pour se faire une bonne idée également de ça. Donc, Essential 8. Euh, donc voilà, ça peut être des référentiels pour se servir de repères. Euh, alors, on avait des questions également. Alors, tout à l'heure aussi, j'ai mentionné RRA, peut-être rapidement, Rapid Risk Assessment de la Fondation Mozilla, qui s'applique totalement à des actifs industriels lorsqu'on n'a pas une forte capacité d'investissement. Donc voilà, on n'est pas obligé d'aller tout de suite chercher de la méthode EBIOS. Très bien par ailleurs, nécessaire, mais voilà, au moins pour monter en maturité sur la question pour appréhender la thématique, ça peut être intéressant. Sinon, on avait des questions également sur. Alors, attendez, je reprends le chat OPCUA. Comment est-ce que c'est incorporé dans le modèle Purdue? Je l'ai évoqué tout à l'heure avec les niveaux. Alors, il y a eu beaucoup d'informations, désolé, hein. Donc, alors, c'est en général ce qu'on trouve au niveau 2 euh, et ça permet, comme son nom l'indique dans OPC UA, c'est Unified Architecture et ça permet notamment l'interopérabilité. Donc dessous, hein, dans les niveaux 0 et 1, on va trouver des logiques propriétaires, des systèmes qui vont être spécialisés pour des actions particulières et donc qui vont relever d'un type de protocole. Et donc, cette interopérabilité avec d'autres, plus le reporting vers le niveau MES du dessus ou les SCADA, va se faire en général par OPCUA. Donc, au niveau 2 en général, c'est là qu'on les trouve, mais n'hésitez pas à me contredire s'il y a d'autres variantes, bien sûr, mais c'est un niveau critique pour cela. Alors, j'ai pas bien sûr les réponses à tout, mais notamment il y avait une question Non. sur. Par contre, n'oublions pas qu'on donne aussi la parole aux gens qui sont connectés, bien entendu, qui nous font l'amitié d'être connectés. Bien Et en sûr, particulier, Jacques Labidurie a levé la il y a une main. main C'est levée. comme ça qu'il faut Tout faire à hein, fait. pour poser une question. Jacques, si tu peux mettre ta vidéo, si on voit des visus, celui qui cause, c'est peut-être mieux.
Si c'est voilà. J'enlève mon cache, merci. C'était juste pour ajouter quelque chose, Pierre-Marie. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Merci beaucoup, Charles. Charles, tu vas quitter la santé. On va vraiment être orphelin, hein. Il n'y a pas de... Sans toi, je sais pas quoi faire. Merci Jacques, mais tu sais que je reste à l'abscisse pour l'instant. Bien. Donc, je voulais juste rebondir, Pierre-Marie, sur la personne qui demandait comment démarrer quand on est TPE, PME, quand on est tout petit. Je voulais Mhm. juste insister sur quelque chose qui a été mis en place par l'ANSSI dernièrement, qui est vraiment un truc génial, qui est un diagnostic cyber pour les petites entreprises, justement. C'est un petit truc d'1h30. Alors, il a été fait, bon, je parle aussi pour ma paroisse, parce qu'il a été réalisé par notre délégué régional d'Aveyron en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un aidant qui arrive dans l'entreprise et qui, pendant 1h30, juste pose des questions à l'information d'entreprise, aux prestataires, pour dire à l'entreprise quels sont vraiment ses points faibles, ses points forts. C'est vraiment uniquement un démarrage, mais c'est gratuit. Ça s'appelle Mon Aide Cyber. Donc, c'est sur le site de l'ANSSI ou c'est monaide.cyber.gouv.fr. Je vais mettre le lien dans le chat parce que et tout le monde peut appeler, toutes les PME peuvent bénéficier donc des conseils d'aidants qui sont des professionnels qui sont certifiés par l'ANSSI et qui font ce diagnostic juste en 1h30. Ça prend pas beaucoup de temps parce que souvent les boîtes disent ah, mais j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Voilà. Donc là, ça prend pas beaucoup de temps et ça fait vraiment pour mettre un premier pas dans la cyber quand on est une petite boîte et qu'on n'y connaît pas grand-chose. C'est assez génial. Voilà, je voulais juste parler de ça. Sinon, sur le reste, merci. Mais tout ce que j'ai à l'écrit pour les outils, voilà, ça s'applique totalement dans le monde de la santé. J'ai vu un commentaire tout à l'heure qui disait que le monde de la santé est sinistré en sécurité. Alors, ça évolue quand même, heureusement, dans le bon sens, avec des gens comme Charles et voilà, et puis les programmes aussi de cyber qu'on a sur le plan national. Le monde de la santé se sécurise, heureusement. Mais on a beaucoup de boulot pour pas mal de raisons, mais c'est pas le sujet ce soir, mais on a beaucoup de boulot comme partout ailleurs. En tout cas, merci pour cet exposé très clair Bon, et merci. très intéressant. Et nous aurons beaucoup de lundi de la cyber pour expliquer ce boulot. Voilà. Qui lève le doigt, qui lève la main. Sinon, Pierre-Marie ou Charles, vous continuez à répondre aux questions du chat, si personne n'a de questions en particulier. Une. Ah, Catherine. Oui, j'avais une petite question. Merci beaucoup. Dans un des slides, vous parliez des attaques électromagnétiques, dont les brouillages, qui font des nids de service. Vous m'entendez? Ouais. Oui, très bien. Oui. Et donc, moi, je milite pour que ce soit pris en compte dans les risques cyber, en cyber-OT, en IoT. Est-ce que c'était votre opinion ou vous séparez ça en risque physique? Enfin, voilà. Parce que la frontière n'est pas toujours évidente. Moi, je pense que ça me paraît intéressant que ce soit pris en compte avec les systèmes d'information parce que euh, avant on parlait de TIC et maintenant on parle d'IT, mais en gros, les systèmes d'information sont souvent connectés par des liaisons sans fil, diverses et variées, que ce soit de la 5G industrielle, du Wi-Fi, du LoRa ou je ne sais quoi. Et est-ce que vous considérez que c'est dans votre scope ou c'est quelqu'un d'autre qui gère ce genre de risque? Enfin, pour ma part, si je me permets de répondre, oui, je considère que c'est complètement dans le scope. Alors là aussi, on va se retrouver, enfin, en tout cas, on est complètement légitime à s'y intéresser, quoi. Oui, Euh, bien sûr. Oui. Totalement. Après, bah, il y aura peut-être un mix parce que de toute façon, lorsqu'on va avoir une fréquence, bah, forcément, il y a la partie fonctionnelle, opérationnelle qui doit s'assurer d'avoir la licence pour opérer telle ou telle fréquence à telle ou telle puissance hein, dans la gestion du spectre. Euh, voilà. Mais en tout cas, oui, d'un point de vue atteinte cyber, effectivement. Le plus courant, comme vous le mentionniez, ça peut être un brouillage qui mène à un déni de service. Là encore, on retrouve assez facilement le déni de service auquel sont vulnérables les systèmes industriels. Mais oui, oui, complètement légitime, hein. Surtout dans certains cas. Alors, dans le domaine militaire,
On avait la norme Tempest que vous Mhm. connaissez, enfin, qui s'applique dans d'autres Mhm. domaines aussi, mais enfin, Mhm. était particulièrement vrai. Euh, euh, mais oui, pour moi, ça me paraît essentiel, notamment sur les applications géolocalisées. Mhm. Par exemple aussi. J'ai eu l'occasion d'en voir un petit peu sur les véhicules autonomes euh, qui étaient opérés par les RATP. Il y en a encore. Euh, on avait une attention particulière. Je ne dis pas qu'il y avait des vulnérabilités criantes ni quoi que ce soit, hein, mais c'était dans l'analyse de risque sur le brouillage GPS ou sur du leurrage GPS. Hmm. Ok, j'avais participé à une des réunions là-dessus. Je me souviens que j'avais apporté ce sujet. On m'avait plus jamais contacté, donc j'avais un peu peur que ça soit pas pris en compte. Je suis de l'Agence nationale des fréquences, hein, Ah donc bah voilà, bah oui. voilà. Donc, Donc bon, la question du forcément, spectre. je Hmm. suis vraiment focalisée spectre, mais c'est de temps en temps, j'essaie de dire que c'est une menace cyber ou numérique, et il y a des gens qui sont puristes, qui vont me dire cyber, c'est qu'Internet, etc. Bon, moi, à la fin, je considère que c'est important que tout soit bien considéré, de même qu'il y a une certaine convergence entre la cyberguerre et la guerre élec, mais c'est quelque chose qui est pas encore, enfin, c'est pas encore très, très simple avec les terminologies, donc je suis contente d'entendre votre avis là-dessus. Voilà. En tout cas, le livre dont je parlais au début de Gérard Berry sur le temps, il y a tout un chapitre sur les ondes. Mhm. Oui, c'est à l'envers là, peut-être. C'est Voilà, sûr donc que je le conseille, hein. Le GPS qui sert à la synchro de plein d'applications qui ne savent pas qu'elles s'en servent pour faire de la synchro en gros. C'est souvent ça. Oui, il en parle beaucoup du GPS, qui est peu précis, paraît-il, et il y a mieux. Bon, enfin, Non, il est pas mal quand même. Franchement, pour la 5G TDD, le GPS c'est super top. Il est quand même très très précis. Par contre, il est très vulnérable au brouillage, quoi, en fait. C'est simplement ça, quoi. Enfin, par contre, dans votre, oui, si vous prenez en compte ça du coup la cyber OT, qu'est-ce que vous conseillez parce qu'il faut que les gens du coup supervisent un petit peu leur réseau, leurs différents types de réseaux et de réseaux sans fil, hein, que ça peut être que ce soit du LoRa, de la 5G et autres, du Wi-Fi. Et ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'outils, hormis ceux que les opérateurs classiques utilisent en fait. Et est-ce que c'est connu justement dans les industries? Parce qu'il faut quand même pouvoir détecter qu'on a un brouillage ou une suspicion de brouillage. Donc, est-ce que vous avez des conseils un peu là-dessus, pour ceux qui se poseraient des questions? Moi, j'en connais pas à mon niveau. Je ne sais pas si d'autres dans la communauté ont des informations là-dessus. Il y a juste ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que, in fine, si vous avez une déviation par rapport à votre process, ça, on peut le détecter par rapport à une détection cyberphysique tout à l'heure, quand on a une déviation du comportement de son système, on a appris. Voilà. Mais sinon, je ne connais pas particulièrement de système en tant que tel pour les contre-mesures dans le domaine civil. Je ne pensais pas aux contre-mesures, je pensais simplement à la supervision, la surveillance, en fait, pour voir que de temps en temps, on a des caractéristiques du réseau qui montrent que ben, ça passe plus, quoi, en fait. Voilà. Bon, c'est ce qu'utilisent les opérateurs classiques de Hmm. réseau, hein, mais du coup, quand le réseau est utilisé dans une industrie, je ne sais pas quelle supervision peut être faite. Et... En tout cas, les nouveaux acteurs de 5G industriels, j'espère Hmm. qu'ils auront les mêmes outils que les opérateurs classiques 5G. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. personne ne lève la main. Non. Vous avez répondu à l'ensemble des questions du chat. Là, c'est bon. Les PME, oui, je pense qu'on a fait le tour. Vous aurez le replay, vous aurez les slides Hmm. de Pierre-Marie Laure et de Charles Blanc-Rollin. Ah, on peut les diffuser, tes slides, hein. On a déjà posé la question, je crois. Vous aurez, Pas de souci. vous aurez le replay, vous aurez le chat, vous aurez le compte rendu
de ce lundi fait par Ouais. une étudiante de Paris-Cité. Voilà, vous serez heureux. Et vous pourrez, Et vous vous inscrirez dès demain pour le prochain, Pour le prochain. voilà, le 7 avril. Spoutnik, pardon. Ok. Voilà le chat. Merci à tous. Merci avec aux Keren intervenants. C'est très Bismuth, intéressant. quelqu'un qui Et être maîtrise vigilant. Oui. le DLP, le Data Leak Prevention. Bon. Très bien. Merci. Ah, Et puis, on va clore cette soirée. il y a Ah, Spoutnik qui Spoutnik. arrive. Fais voir, Voilà. il y avait Ah bah, Spoutnik. oui, bah, il y a plus. Il fait ce qu'il veut, hein. Excusez-moi. Il est vraiment... Là, je lui fais des trucs qu'il aime Ah, pas le du tout. voilà, Désolée. Oh, le beau chat. Spoutnik. Il est très célèbre au lundi de la cyber. Ah Ah oui, 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 il est célèbre. ah, il nous manquait. Donc, Monsieur Laure ne connaissait pas. Voilà. Non, enchanté. Le petit Ah, quart d'heure. petit garde chat. Excusez-moi. Ok. C'est Il lui est qui très va clore, intéressé par la lui qui cyber. va Merci à clore la tous. soirée. Voilà. Merci à Merci. nos deux Ah, merci beaucoup. intervenants. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui Merci, nous oui. sont toujours connectés, fidèles. Nous espérons vous revoir le 7 avril Oui. prochain Et vous vous inscrivez dès demain. pour discuter les évasions de données Oui. DLP. Et l'ARCSI sera présente au FIC, au forum. Oui, il y aura un stand. Et L'an puis dernier, peut-être, c'est moi qui oui, le gérais, mais cette année, je donne des cours à ce moment-là. Et donc, je pourrais pas. Enfin, j'y serai un jour en principe. Non, je ne suis pas responsable du stand. Mais enfin, oui, l'ANSSI aura un stand dans la section euh, des organisations, quoi. j'aurai au plaisir de vous revoir donc avant, au FIC, hein, donc à Lille, où une équipe de hackers éthiques de l'Université Paris-Cité va participer au challenge. Et voilà, ça sera éventuellement un autre moment de rencontre. Et on réfléchit à réorganiser nos lundis de la cyber, peut-être de manière alternée, donc en présentiel, une fois sur deux, Oui, Mhm. peut-être ça c'est. une façon de fidéliser tous ceux qui sont voilà, sur la région à Île-de-France. Et désolé pour tous ceux qui sont en province ou à l'étranger, mais au moins une fois sur deux, une fois tous les 2 mois, on se retrouvera en distanciel. Mais ça sera Tout toujours à en fait. distanciel aussi, même si c'est quand ça sera en présentiel. Je le souhaite aussi. Ouais, c'est On va compliqué. vérifier les aspects techniques pour Ouais, les problématiques de micro ouais, et qu'on ouais. puisse avoir une vraie interactivité et que les prises de parole en particulier lors de la dernière partie questions-réponses puissent être vraiment on va dire exploitables pour tous, en particulier ceux qui sont en distanciel par rapport à ceux qui vont être en présentiel. Donc, il va falloir connecter plusieurs micros, éviter les effets Larsen qu'on avait malheureusement Ouais, eu qu'on avait Pas expérimenté facile, l'année oui. voilà, dernière. entre la chair et Mm. puis les micros et les autres micros qui sont sur les ordinateurs. Donc, ça fait pas Mhm. mal de Mhm. Mhm. soucis techniques qu'on va essayer de régler. En tout cas, merci encore à tous. Ça fait un vrai plaisir de vous écouter. Pierre-Marie et ainsi que Charles. Très technique. Merci. Hein, là, on voit votre Merci. maîtrise Merci. des, des problèmes et des solutions. Mais voilà, donc c'est aussi l'objet de ces lundis de la cybersécurité, de varier aussi les niveaux techniques, stratégiques de nos Intervenant. intervenants. Mm. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonsoir. Au revoir, à On bientôt. va, oui, Merci on va pour Au votre revoir, bonne arrêter soirée. Merci. le au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.